Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va retracer une histoire assez fascinante, celle du pouvoir au sein de nos entreprises. On va analyser, de manière tout à fait factuelle, comment les dynamiques de l'économie mondiale ont basculé au fil des décennies. C'est un sujet absolument fondamental parce qu'il nous explique comment on est passé d'un monde centré sur l'usine à un monde dominé par la bourse pour peut-être, demain, se diriger vers un modèle beaucoup plus collaboratif. Alors, on y va? Au programme de ce décryptage, on commencera par le compromis fordiste, on verra ensuite l'ascension du capitalisme actionnarial, avant d'en identifier les limites, pour enfin explorer l'émergence du modèle partenarial. Section 1. Le compromis fordiste. Faisons un petit saut dans le temps, juste après la Seconde Guerre mondiale, pour bien poser les bases. Imaginez l'époque de la croissance d'après-guerre. Tout reposait sur ce qu'on appelle le compromis fordiste des théoriciens de la régulation. En gros, c'était un partage de la valeur ajoutée qui était clairement en faveur des salariés. Les gains de productivité, qui explosaient grâce à l'organisation scientifique du travail, finançaient la protection sociale et garantissaient l'emploi à vie. Ça semblait parfait sur le papier, non? Mais voilà, un paradoxe assez fascinant émerge dès 1975. Malgré cette apparente sécurité, le système se grippe. Pourquoi? Eh bien parce que les chaînes de montage créent un épuisement profond. Les limites sociales de l'organisation fordiste explosent, avec des grèves massives pour les salaires et de meilleures conditions de travail. Et ces limites sociales et organisationnelles provoquent une vraie rupture. Fini la production de masse standardisée, la demande se diversifie. Cette crise des années 70 ouvre la voie à une transition brutale. Dès les années 80, on assiste à la financiarisation de l'économie. Un tournant majeur en France, par exemple, c'est la loi bancaire de 1984 qui supprime le financement administré au profit d'un financement par les marchés. S'ensuivent dès 1986 de vastes programmes de privatisation. La machine est officiellement lancée. Le basculement est radical. On passe à l'avènement du capitalisme actionnarial dans les sociétés anonymes. Le pouvoir stratégique quitte littéralement les usines pour rejoindre les places boursières. La recherche d'une valeur boursière immédiate et d'une rentabilité hyper lucrative devient la nouvelle norme. Forcément, ça crée de violents conflits d'intérêts. Désormais, les actionnaires s'opposent frontalement aux salariés et dictent même parfois leurs lois aux dirigeants d'entreprise. Ce qui nous amène à la section 2, l'ascension de ce fameux capitalisme actionnarial. Sous l'effet de la mondialisation et d'Internet, la bourse prend carrément les commandes. Et ce multiplicateur illustre brillamment la violence de cette accélération. Entre 1990 et 2000, le poids de la sphère boursière par rapport au PIB a été multiplié par 4 en France. 4. Aux États-Unis, il a doublé sur la même période. C'est une explosion sans précédent du rôle des marchés financiers. Mais comment ont-ils concrètement pris ce pouvoir? Grâce au droit. Dès les années 1990, de nouvelles lois offrent aux actionnaires minoritaires des outils redoutables pour agir collectivement. Le droit de déposer des résolutions, de récuser des auditeurs, d'exiger des expertises de gestion. Bref, les actionnaires ne sont plus juste là pour apporter de l'argent. Ils exercent un pouvoir de contrôle direct sur les décisions stratégiques. Passons à la section 3, les limites du pouvoir financier. Forcément, on va parler de ceux qu'on surnomme les zinzins, dans le jargon, les fameux investisseurs institutionnels et des risques qu'ils ont amenés avec eux. Parce que là, les chiffres donnent un peu le vertige. En 2020, les actifs sous gestion de ces investisseurs institutionnels en France s'élevaient à plus de 4 000 milliards d'euros. Ils agissent comme des robinets géants de liquidités, capables de faire la pluie et le beau temps sur les cours des actifs mondiaux. Pour mettre ça en perspective, cette montagne d'argent représente environ 200% du PIB français. Le rapport de force est totalement inversé. Le pouvoir échappe aux ménages et aux États pour se concentrer chez les fonds d'investissement, souvent étrangers d'ailleurs, qui détiennent plus de 40% du capital de nos plus grandes entreprises cotées. Sauf que cette course folle a un coût. Ce type de capitalisme a montré d'énormes limites sociales, environnementales et des risques financiers majeurs. L'exigence de rentabilité immédiate a poussé au court-termisme absolu. Le résultat, des dirigeants dont les bonus dépendaient de la bourse, ce qui a parfois mené au pire, comptes truqués, manque de transparence, condamnation en justice. Sans oublier bien sûr la dévastatrice crise financière de 2008. Face à ces dérives, il a bien fallu réagir. Cette citation de l'ancien ministre Jean Peyrelevade montre parfaitement qu'il devenait urgent de remettre des garde-fous. Il fallait absolument contrôler la rémunération des dirigeants pour l'aligner avec la vraie santé de l'entreprise, plutôt qu'avec des cours de bourse complètement volatiles. Et nous voici à la section 4, vers un modèle partenarial. Les limites devenant indéniables, une nouvelle façon de penser l'entreprise est en train d'émerger. C'est là que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, entre en jeu. Et attention, on ne parle pas de belles plaquettes de communication. Le but de la RSE, c'est de contrôler ce pouvoir financier dans le cadre du droit. L'idée majeure, c'est que la propriété financière et le pouvoir de contrôle doivent être séparés.
Ce n'est pas parce que vous possédez des actions que vous pouvez ignorer les risques sociaux et environnementaux. Les entreprises doivent désormais assumer ces contraintes devant la justice. Et ça répond à une vraie attente du public. Aujourd'hui, 74% des Français estiment que les décisions des entreprises sont déconnectées, prises beaucoup trop loin du terrain. C'est un signal d'alarme clair. Du coup, 70% des dirigeants admettent maintenant que la réussite de leur boîte dépend de plus en plus de leur ancrage et de leurs écosystèmes locaux, et pas seulement de la bourse. On passerait donc vers ce fameux capitalisme partenarial. Ce modèle vient casser un vieux dogme, celui qui disait que l'actionnaire n'est responsable qu'à hauteur de l'argent qu'il a mis sur la table. Fini les responsabilités. Il s'agit d'aller vers une responsabilisation et un contrôle des actionnaires, en intégrant les attentes de toutes les parties prenantes dans la gouvernance. Pour terminer ce décryptage, je vous laisse sur cette réflexion très actuelle des théoriciens de la régulation. Faut-il imposer un contrat de contrôle explicite à l'actionnaire? En clair, obliger les propriétaires à être écologiquement et socialement responsables face à la loi. C'est peut-être bien la prochaine grande évolution de notre économie. Merci d'avoir suivi cette analyse et gardez cette question en tête la prochaine fois que vous lirez l'actualité économique.